BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à la fois sur l'appli BFM Business, celle d'RMC et aussi pour la version audio et la version vidéo de quoi je me mêle qui vous attend sur la chaîne 01 TV, sur les box, mais aussi sur la chaîne YouTube et sur 01net.com. Voilà, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci de nous suivre. De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech tous les week-ends. Avec tout à l'heure un focus sur la marque Oppo, le constructeur Oppo qui, mine de rien, est présent en France depuis 2 ans. Oppo qui s'apprête à sortir un nouveau smartphone, le Find X3 Pro. Eh bien, on en parlera avec Denis Morel, le directeur général d'Oppo. On reviendra aussi sur l'histoire de cette marque, ce constructeur chinois. Et puis, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir au contenu de quoi je me mêle. Vous avez la page Facebook qui vous attend, bien sûr. N'hésitez pas, comme des milliers de spectateurs et de fans rejoignent cette page. Vous pouvez le faire. Et puis, vous avez le hashtag DQJMM aussi sur Twitter qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Et pour De quoi je me mêle, pour commencer ce De quoi je me mêle, bien sûr, c'est le club de la presse IT. Et cette semaine, c'est avec Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Journaliste à 01net.com. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de croustillant dans l'actu cette semaine, Nicolas ? Pas mal de choses. On va parler de l'incendie d'OVH, qui est un vrai drame pour cette pépite du cloud français. On va parler aussi de cet Oppo Find X3 que tu as déjà pris en main. Tu vas un petit peu nous dire ce que tu en penses. On va parler de Disney+, de France Digital. Mais pour commencer, la rumeur du moment, tout le monde attend cela. Il semblerait qu'Apple nous prépare pour fin mars une keynote, Nicolas. C'est les rumeurs. Après, c'est des rumeurs qui ne sont pas tellement nouvelles puisqu'on entend parler depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'une keynote fin mars. On sait qu'Apple a l'habitude d'en organiser à cette période, mais pas tout le temps. C'est un petit peu aléatoire. C'est une fois tous les 3 ans, une fois tous les 2 ans. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Maintenant, là où la rumeur a été relancée, c'est parce qu'il y a un leaker, donc quelqu'un qui est spécialisé dans les fuites, qui s'appelle Kang, qui est chinois et qui n'exerce que sur les plateformes chinoises. Il n'a pas Twitter, il n'a pas Facebook et qui a dévoilé cette semaine, en tout cas c'est ce qui a été rapporté sur les médias européens, que Apple prévoirait d'organiser une keynote le 23 mars prochain, donc c'est très bientôt. Cette personne-là, pour vous dire un petit peu son niveau de fiabilité, elle parle très peu, mais quelques semaines avant la conférence des iPhone 12, elle avait fuité toute la gamme, toutes les couleurs, toutes les caractéristiques de l'appareil photo, le retour du MagSafe, plein de choses qui n'avaient jamais été dévoilées jusqu'auparavant, ce qui laisse entendre que ces sources sont assez bonnes. On sait qui c'est, Oui, parce qu'ils ne s'en cachent pas. Moi d'ailleurs, c'est ce qui m'étonne un petit peu avec cette rumeur, pour tout vous dire, c'est que si on va sur son public Weibo, il y a une photo de lui, enfin il y a des choses qui ont l'air d'être montrées, il a l'air d'exister, enfin sur un pseudo, il se revendique comme un digital leaker, comme quelqu'un qui est là, qui connaît bien les nouvelles technologies. Après, ce qui m'étonne, et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent avec cette rumeur, c'est que j'ai pas trouvé sur son profil Weibo une trace de cette fuite. Donc est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été inventé sur les réseaux sociaux, sur les sites de rumeurs ? J'en sais rien. Mais en tout cas, s'il avait vraiment dit ça d'une manière ou d'une autre sur un canal que je connais pas, par exemple, il y aurait potentiellement une keynote le 23 mars. C'est intéressant, c'est le leaker. C'est-à-dire que on peut imaginer que, évidemment, tous les produits lancés et fabriqués par Apple sont en Chine, donc il doit peut-être avoir des contacts avec les usines qui fabriquent ces produits, c'est ça ? Certainement. Après, on sait qu'il y a quelques leakers chinois qui sont spécialisés sur Apple, qui eux travaillent dans les points de distribution, les points de revente, et donc c'est comme ça qu'ils obtiennent les informations. Après, dans le cas de Kang, est-ce que ça peut seulement venir des usines ? J'en suis franchement pas sûr, parce qu'il a les prix, il a des détails, il a le nom des couleurs, donc ça laisse entendre quand même qu'il a des informations marketing sur Apple. Donc peut-être qu'il travaille avec un revendeur, qu'il travaille sur de la revente, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est bien informé. On se rend compte que pour Apple, il est de plus en plus compliqué de colmater les fuites, complètement. En fait, finalement. Alors, aux US, ils y arrivent plus ou moins, mais en Chine, c'est impossible. C'est évidemment impossible. Et même aux US, on a vu récemment avec Mark Gurman, avec ce genre de journaliste, qu'il y a des sources chez Apple qui ont envie de parler parce qu'elles sont fières de leur projet, parce qu'elles y bossent depuis plusieurs années et parce qu'elles ont quand même envie de donner une petite info et ne se rendent pas compte que ça trahit le culte du secret d'Apple. Peut-être. Oui, ça délie les langues. Après, c'est pas non plus une surprise.
peut-être qu'il n'y aura pas de keynote, peut-être que ça sera des communiqués de presse, mais dans tous les cas, on s'attend à ce qu'Apple annonce un nouvel iPad Pro à la fin du mois. Alors voilà, c'est là, on rentre dans le détail. C'est-à-dire que pour ce 23 mars, on a quand même des idées de nouveaux produits. Bien sûr, on sait que pour le mois de mars, mois avril, Apple compte renouveler les iPad Pro. C'est à peu près une certitude. Il y a eu des fuites. Ça va notamment passer à la 5G. Il va y avoir un nouveau processeur. Pas une révolution. L'iPad Pro est quand même bien perfectionné et leader sur sa catégorie. Donc Apple n'a pas de raison de tout chambouler. On parle aussi, mais ça vous allez me dire, ça fait 2 ans qu'on vous en parle, vous avez raison, des fameux trackers AirTags qui devraient un jour arriver. Qui arrivent en fait chez tout le monde, sauf chez Apple. Oui, tout le monde a copié le produit, mais Apple toujours pas. Ils sont pas pressés. Il y a quand même il y a des signes qui laissent penser que cette fois-ci c'est la bonne. Notamment la future mise à jour d'iOS qui est actuellement en bêta, qui a rajouté une section pour ajouter justement ces fameux objets. Donc ça laisse entendre que ça va arriver. Voilà, c'est des petits trackers Bluetooth, ou enfin on dit Bluetooth, mais on ne sait pas, ça sera peut-être une autre technologie qui permettrait de retrouver des produits qu'on aurait perdus. Vous l'accrochez à votre vélo, à votre sac, à votre porte-monnaie, ça vous permet de savoir où ils sont de manière très précise. On parle aussi enfin de 3e génération d'AirPods, ça serait les 3 candidats pour ce renouvellement de mars. Et après il y a d'autres rumeurs, on parle d'Apple TV, on parle de nouveaux Mac. Est-ce que ça sera pour cette fois? Ça paraît peu probable parce qu'on en entend peu parler, mais dans tous les cas, il va y avoir des annonces Apple ce mois-ci ou le mois suivant. Très bien. Alors, ça, c'est la première chose, parce qu'il y a pas mal d'informations concernant Apple. Cette rumeur de cette keynote le 23 mars, mais malgré tout, il y a aussi cette petite musique, ce bruit de fond sur de nouveaux produits qui seraient en phase de test chez Apple. Enfin, on ne sait pas trop où ils sont, mais en tout cas, ils seraient dans le calendrier de sortie. Et ces produits, Nicolas, se focaliseraient sur la VR. Tout à fait. Et c'est ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a des fuites, vous savez, court terme. C'est-à-dire, on sait que ça va être dans 1 mois, dans 2 mois, et on en a d'autres dans 5 ans. On a même été hyper loin cette semaine parce qu'on a eu des fuites. Apple voudrait faire des lentilles connectées d'ici 2030. Oui, bien sûr. D'accord, merci, c'est bien. En gros, ils ont l'idée. Bon, 2030, c'est dans 9 ans. Exactement, ça laisse le temps. Donc voilà. Mais c'est vrai a priori, et c'est assez étonnant parce que ça serait une démarche complètement inédite pour Apple, dès l'année prochaine, Apple lancerait un casque de réalité virtuelle qui ne se destinerait pas au grand public. Apple, on a tendance à dire, quand Apple arrive après tout le monde, les fans d'Apple le défendent en disant « Oui, mais bon, chez Apple, quand ça arrive, c'est que ça aboutit ». Là, en l'occurrence, le produit ne serait pas abouti et se destinerait aux développeurs qui doivent tester des fonctions pour le futur ou les futures, surtout lunettes de réalité augmentée. Donc, c'est assez étonnant comme changement de stratégie. Et en plus, c'est logique parce que là, en fait, il faut créer tout un écosystème avec la réalité virtuelle. Si Apple part de zéro, il va falloir créer un OS, il va falloir créer des softs, des jeux, des logiciels, etc. Donc, on pourrait comprendre que c'est d'abord les développeurs et les professionnels qui testeraient le hardware pour après créer du contenu. Exactement. En fait. Et ce qu'on raconte sur ce produit, personnellement, je me demande comment ça peut ne pas faire mal aux yeux. L'idée serait d'avoir un vrai casque de réalité virtuelle avec 15 caméras autour, ce qui permettrait en fait de l'utiliser comme si vous n'aviez pas d'écran devant vous. Donc c'est vraiment un prototype de lunettes, mais comme les lunettes ne sont pas encore suffisamment abouties technologiquement, Apple serait en train d'utiliser des écrans pour le répliquer. À mon avis, et c'est ce qui a d'ailleurs été dit dans la presse, ils vont utiliser un prix super élevé, peut-être le réserver à un marché développeur pour empêcher le grand public d'acheter ça, parce que de toute façon, il n'aurait rien à faire avec un tel produit. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, on vous a montré des images de masques, mais là, tout ça, c'est évidemment des rendus conceptuels, de youtubeurs, de fans. Sans doute que le produit final, s'il existe un jour, ne ressemblera pas à ça. L'iMac Pro, tiens, aussi, c'est une autre rumeur. Il semblerait que cette machine très haut de gamme s'arrête. C'est même plus une rumeur parce que c'est confirmé par Apple. Ça a été confirmé par Apple. A annoncé que aujourd'hui l'iMac Pro ne répond plus vraiment aux demandes des professionnels et le nouvel iMac de 27 pouces est suffisant. Bien sûr, derrière tout ça, vous vous doutez bien que c'est pas l'iMac de 27 pouces qui est suffisant, c'est le futur iMac avec un processeur Apple Silicon qui sera tellement puissant qu'on n'aura pas besoin d'un iMac Pro. Voilà, c'est ça. Donc, en fait que l'iMac Pro n'a plus de sens en fait dans la gamme. Évidemment, c'était vraiment l'iMac Pro, c'était un produit de transition. C'était au moment où Apple s'est rendu compte qu'il avait raté justement ces changements avec les Mac. Vous vous rappelez, ils ont enlevé tous les ports, ils ont retiré beaucoup de choses de la gamme, le Mac Pro n'était plus renouvelé et les professionnels disaient vous êtes gentils mais nous on va devoir aller sur Windows maintenant parce que vous n'êtes plus à la hauteur. Et Apple avait dit un nouveau Mac Pro arrive et en attendant voici l'iMac Pro, on vous a écouté, on essaye de vous faire plaisir. Donc c'était un produit de transition, la transition elle est terminée. Il y a les produits Apple Silicon qui arrivent, donc c'est logique, l'iMac Pro s'arrête. Voilà, l'iMac Pro qui coûtait très cher d'ailleurs. Oui, c'était vraiment une grosse... plusieurs milliers d'euros. Oui, je crois que dans les 3000, je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance. Voilà pour les rumeurs concernant Apple. Apple qui est aussi mêlé dans une histoire plus localisée, qui se déroule en France, avec France Digital, Nicolas.
Exactement. Alors, France Digital, c'est l'association, on va dire, des startups de la French Tech. Oui, ça réunit 2000 startups françaises, et donc c'est une sorte de porte-parole pour toutes ces startups. Et c'est assez étonnant, ça a d'ailleurs fait le titre de beaucoup de magazines, de journaux cette semaine. France Digital s'en prend à Apple pour non-respect de la vie privée. Ce qui est paradoxal quand on sait que toute la communication d'Apple face aux autres GAFA est de dire nous on respecte la vie privée et les autres sont les méchants. Et prend soin d'ailleurs, cette vie privée. Évidemment, c'est tout leurs enjeux, leur enjeu. Ils essayent d'ailleurs de s'attaquer à Facebook, on en a beaucoup parlé. Et évidemment, cette plainte n'est pas anodine. Si France Digital s'attaque à Apple, c'est justement pour pointer les incohérences dans son discours et pour lui dire que c'est bien beau de dire que Facebook est un grand méchant, mais de l'autre côté, Apple s'autorise certains privilèges, notamment sur l'App Store. Vous savez, quand vous faites une recherche sur l'App Store, vous tapez par exemple Twitter, il y a de grandes chances que le premier résultat soit un client Twitter qui a payé en fait pour apparaître ici. C'est un peu comme Google finalement. C'est un peu comme Google, sauf qu'Apple ne vous a pas demandé votre consentement. Apple s'est permis de le faire directement, et même si ces pubs-là, elles sont pas forcément adaptées à l'utilisateur, c'est pas justement des choses qui vous traquent comme chez Facebook ou chez Google, le fait de les afficher sans demander l'avis, ça prouve que techniquement, Apple ne respecte pas réellement tous ces standards. Donc France Digital, voilà, il veut vraiment s'en prendre à Apple pour ça. C'est un coup de com', on en a parlé dans le monde entier, et c'est aussi l'occasion de montrer que même celui qui est le plus grand défenseur de la vie privée n'est pas parfait. Apple a réagi, je crois bien, a dit non, on n'est pas d'accord, franchement on respecte la vie privée des utilisateurs, etc. Est-ce que ça va aller loin cette histoire-là à ton avis ? Ça dépend, il peut y avoir une sanction. Maintenant on sait souvent que les sanctions en France, en Europe ne sont jamais suffisamment élevées pour impacter une entreprise comme Apple. Donc est-ce que ça peut réellement les pousser ? C'est peu probable. Après il faut rappeler qu'il y a plein d'enquêtes antitrust sur justement les questions concurrentielles contre Apple, contre Google, contre Facebook, en Europe, aux États-Unis, on en a parlé plein de fois dans ces émissions, et ça pourrait rejoindre tout ça. Sincèrement, moi je pense qu'à terme, cette histoire de publicité dans l'App Store, elle va disparaître. Je sais qu'Apple a fait, on sait qu'Apple a fait ça pour faire un geste aux développeurs, mais en soi, c'est tellement pas cohérent avec le reste de leur discours et ça doit tellement peu leur apporter par rapport au reste que voilà, si ce truc commence à les embêter. D'ailleurs, on peut désactiver cette publicité, je crois. Je suis même pas sûr. Je crois que en allant dans les paramètres de l'iPhone, on peut décocher en fait je crois la possibilité de ne pas avoir ces publicités, mais on vérifiera ensemble. On m'avait dit qu'on pouvait le faire. Donc voilà pour France Digital. On va revenir, on va rester en France d'ailleurs maintenant, Nicolas, avec cette histoire dramatique. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours des minuit, je crois, minuit 47. Tout à fait. Une partie des serveurs d'OVH, qui est la pépite du cloud français, a pris feu. Exactement, c'est dans un de leurs data center à Strasbourg. Vous savez, c'est un data center, c'est un endroit où il y a plein de serveurs. C'est un endroit où plein de sites, plein d'applications, plein de données sont hébergées. Exactement, il y en a plusieurs en l'occurrence sur le site de Strasbourg. Et il se trouve que le data center SBG2, un incendie s'est déclaré aux alentours de minuit 47 et évidemment a ravagé l'intégralité du data center. Tout a été détruit et une partie de l'autre data center SBG1 a elle aussi été détruite. Pour calmer justement cette brèche, OVH a bien réagi, ils ont fait ce qu'il fallait faire, à savoir couper l'électricité sur l'ensemble des sites. Ça a provoqué une crise sans précédent dans l'histoire de l'Internet français, entre guillemets, puisque énormément de sites, 2/3 de l'Internet français, dépendent des serveurs OVH. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de sites officiels, des médias, par exemple le Centre Pompidou, des villes, le site data.gouv sur lequel toutes les données en open source sur le Covid sont hébergées, les sites des médias Sopress, l'application Cityscoot, tout ça, ça dépend d'OVH, tout ça c'était en panne. Il y a eu plein de bugs. Nous-mêmes sur 01net, d'ailleurs, on a eu des bugs, non pas parce que le site est sur OVH, mais parce que certaines de nos images étaient hébergées sur ces serveurs. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, OVH peut s'occuper de la gestion de votre site, mais aussi, ça peut être que des bouts. Évidemment, il y a plein de choses. Il suffit qu'un maillon de la chaîne pète pour qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne, en fait. Que le site devienne incohérent, qu'il manque des choses. Donc, on s'est rendu compte un petit peu on dit souvent, c'est assez amusant que quand on est dans le cloud, tout est sécurisé, et que voilà, on appelle souvent ces données virtuelles. Mais elles ne sont pas virtuelles. Elles existent quelque part physiquement. Et ce genre d'événement, qui heureusement est rare, nous le montre et nous rappelle qu'il faut faire attention avec ces données. La restauration des serveurs qui ont été éteints n'est pas encore lancée. Ça sera certainement la semaine prochaine, le temps de s'assurer qu'il ne va pas y avoir d'autres problèmes, que le feu ne va pas reprendre ailleurs. Et puis commander des machines pour OVH, parce que s'il y a des milliers de machines qui ont brûlé, évidemment, il faut recommander. Après, ils peuvent transférer sur d'autres serveurs. Ils ont déjà promis qu'ils le font gratuitement. Évidemment, ça nous paraît juste pour leurs clients. Le problème, c'est qu'on
On a des exemples comme le jeu Rust, par exemple, qui a perdu toutes les données de ses joueurs européens parce qu'il était sur le serveur SBG2 et qui n'avait pas de sauvegarde ou qui n'utilisait pas plusieurs fournisseurs de données. Donc dans ce cas précis, c'est fini. C'est-à-dire que les données sont mortes et il va falloir recommencer. Donc ça prouve l'importance de faire des sauvegardes pour le grand public, mais aussi pour les entreprises, d'avoir vraiment des solutions de secours. Mais qui est fautif là, Nicolas? Parce qu'on peut se poser la question. Finalement, est-ce que c'est pas à OVH de proposer une redondance de toutes ces données, c'est-à-dire une sécurité des données, une duplication des données au cas où il arrive un problème? On peut imaginer que Google et Amazon ont des redondances partout, c'est-à-dire que demain, il y a une ferme de serveurs de chez Google qui crame, il y aura peut-être des perturbations de service, mais on peut imaginer que Google va retrouver toutes ces données parce qu'elles auront été dupliquées un peu partout, non ? C'est une très bonne question et c'est sûr que c'est un milieu tellement opaque et qui évidemment ne dit pas vraiment comment ça fonctionne qu'on ne peut pas avoir la réponse absolue à toutes ces interrogations. Maintenant, ce qui est clair, c'est que OVH propose des options à ses clients pour justement stocker sur plusieurs serveurs. Et ce qui a été dit, c'est que les clients qui ont cette option pouvaient l'activer pour justement récupérer leur activité en attendant d'en savoir plus sur les serveurs impactés. Parce que là, l'idée, c'est de payer pour sauvegarder. Sur plusieurs serveurs, on fait sur un autre site, carrément. Et il y a aussi certains hébergeurs qui sont... certains grands sites plutôt, qui sont hébergés sur plusieurs hébergeurs. J'ai fait une répétition un petit peu moche, désolé, mais du coup, ça leur permet, au cas où OVH crame, d'avoir Amazon qui prend le relais ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr qu'il y a une responsabilité des deux côtés. OVH, ils ne peuvent pas non plus tout faire, mais il faut qu'ils soient capables d'être suffisamment rapides et opérationnels pour empêcher justement des sites de planter. Et de l'autre, il faut aussi que les sites de médias, les sites importants, ne dépendent pas que d'un seul serveur et trouvent le moyen de réfléchir à cette éventualité où tout serait cassé. Et oui, alors qu'OVH met en avant la souveraineté des données, le fait de l'importance d'avoir le stockage des données françaises sur notre territoire, etc. C'est vrai que c'est un point noir. On se rend compte que finalement, il faut des sécurités quand on stocke comme ça des données très importantes. Alors on peut confier ces données à OVH, mais il faut qu'OVH assure derrière, on va dire, la redondance de toutes ces données, sans quoi on peut avoir de gros problèmes. On enchaîne avec Oppo. On va en parler dans quelques minutes avec Denis Morel, qui sera mon invité, le directeur général d'Oppo. Oppo qui a annoncé donc le Find X3 que tu as reçu. On le découvrira d'ailleurs sur ce plateau tout à l'heure en vidéo, puisque Denis viendra avec. Donc le nouveau fleuron de cette marque chinoise, de ce constructeur chinois qui est en train de s'implanter en France. Complètement, ils ont des très gros progrès en France. Ils partaient de loin, il faut le reconnaître, donc il va falloir surveiller cette tendance sur le long terme. Mais ce qui est intéressant selon moi avec ces produits, c'est qu'on a une réponse parfaite à Huawei. Non pas parce qu'ils ont peur de Huawei, mais parce qu'ils veulent remplacer Huawei. Vous connaissez tous la situation géopolitique dans laquelle Huawei se trouve. Et je trouve que cette gamme Find X3, ça pourrait être en fait ce qu'étaient les Huawei P40, P30, P20 avant. C'est-à-dire qu'elle est hyper complète. Il y a un modèle Lite à 449 € qui est un très bon milieu de gamme. Il y a un modèle Neo à 799 € qui a une approche assez inédite, à savoir être un haut de gamme avec le processeur de l'année dernière pour baisser les prix. C'est malin. C'est rare, on voit peu de marques faire ça. Avec un très bon appareil photo, bel écran. Il a quasiment le même appareil photo que l'autre modèle, un très bon écran. Et après, on a le modèle Pro à 1149 € qui, pour le coup, est selon moi un produit un petit peu plus d'image, mais qui va utiliser le même écran LTPO que le Galaxy S21 Ultra, qui va utiliser 2 capteurs de 50 mégapixels, un pour le grand angle, un pour l'ultra grand angle, qui a un design qui est vraiment parfait, on le voit très certainement à l'image, mais qui a un module caméra qui n'est pas posé par-dessus le dos, mais qui est directement intégré au châssis. Tout ça, c'est hyper compliqué à fabriquer. Oppo nous a dit qu'ils ont presque 70% de la production qui va à la poubelle parce que c'est compliqué à faire d'incurver le verre de cette manière. Donc tout ça, c'est assez impressionnant. Ça montre qu'Oppo est vraiment en train de devenir un acteur sérieux. Oui, et qu'ils ont toutes les armes pour remplacer Huawei, en fait. C'est leur objectif. Et je poserai la question d'ailleurs tout à l'heure à Denis Morel. C'est une bonne question à évoquer. Profite aussi de la mort annoncée de Huawei dans le monde du smartphone. C'est vrai qu'il y a plein de constructeurs qui essayent de le prendre et je me dis de plus en plus, je pensais que Xiaomi gagnerait cette guerre à 100% et j'ai l'impression que Xiaomi va la gagner sur l'entrée de gamme, mais qu'Oppo va la gagner sur le haut de gamme, qu'en fait Huawei va se scinder en deux en quelque sorte. Et c'est assez intéressant de voir Oppo en train de vraiment proposer des produits de qualité, et c'est ce que j'ai salué d'ailleurs dans mon article prise en main du Find X3 Pro, c'est que quand Oppo est arrivé, ils se sont rendus détestables avec des conférences qui coûtaient plein d'argent, avec des produits loufoques qui étaient super chers et qui n'étaient pas du tout adaptés au marché européen, et ils ont eu vraiment du réalisme en 1 an ou 2 ans pour réussir à s'adapter et faire des produits vraiment solides. Très bien. Alors, ce Find X3, tu l'as pris en main. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense vraiment qu'on a potentiellement. J'ai pris le Find X3 Pro en main, donc celui qui est le plus cher. J'attends de tester le Neo, faut le préciser. Mais je pense qu'on a potentiellement le meilleur smartphone haut de gamme sous Android. De la même manière que le Find X2 Pro l'année dernière était pas loin de la perfection. Là, on est aussi très bon. Un reproche, il n'y a pas d'appareil photo avec un zoom périscopique, c'est un peu dommage. Mais à part ça, franchement, c'est un Galaxy S21 Ultra avec un design beaucoup plus léger, plus fin, un design selon moi plus réussi. Donc c'est quand même pas mal. On posera la question aussi à Denis Morel. Pourquoi avoir abandonné le zoom périscopique x10 sur ce nouvel Oppo? C'était l'une des innovations technologiques les plus intéressantes du précédent modèle. Mais il conserve la recharge ultra rapide en une demi-heure et il introduit la recharge sans fil, ce qui était un des défauts. Donc eux, ils compensent en disant voilà, on a retiré ça, mais ça nous a permis d'ajouter plein d'autres choses. C'est un peu dommage, peut-être qu'on y reviendra. Et côté appareil photo, on est au niveau d'un Samsung ou... Il va falloir le vérifier. Maintenant, eux, ce qu'ils revendiquent, c'est même d'être au-dessus parce qu'ils utilisent un nouveau capteur Sony inédit qui est le IMX766. Et ce qui est pour moi aussi absolument hallucinant, parce que c'est la première fois qu'on voit ça, c'est qu'ils utilisent 2 fois le même capteur. C'est le même capteur pour le capteur grand angle et l'ultra grand angle, ce qui permet selon eux d'avoir une fidélité colorimétrique parfaite. Et c'est intéressant parce que sur cette proposition-là, il n'y a qu'Apple qui est bon aujourd'hui. Ouais. Donc est-ce que Oppo va être meilleur qu'Apple? J'ai assez hâte de voir ça, mais c'est possible. En tout cas, vous surveillez le site 01net.com, bientôt le test de ce Find X3 10 jours, je pense. Voilà, le temps de le prendre en main. Il est 5G aussi, bien sûr, mais ça, c'est une évidence. Un mot sur Disney+, aussi, Nicolas. Disney+, qui se porte plutôt pas mal, on va dire, voire même bien. Oui, très bien même, parce que ils ont dépassé les 100 millions d'abonnés. Ils en étaient pas loin il y a quelques mois. C'est vrai que c'est pas dans leur habitude de communiquer sur le nombre d'abonnés tous les mois, mais là voilà, c'est un cap symbolique, donc il fallait le dire. Il n'y a pas d'autres annonces à part ça. C'est vraiment de dire, on a passé les 100 millions d'abonnés en 16 mois. Ce qui est impressionnant, puisque 100 millions d'abonnés chez Netflix, c'est à peu près 10 ans. Mais bon, la comparaison ne doit pas être faite. Vraiment, on sait qu'on l'a vu beaucoup. Mais bon, le marché n'était pas le même il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Les gens ont accès au haut débit. Le streaming est devenu, grâce à Netflix, un standard. Mais c'est vrai que 100 millions d'abonnés en si peu de temps, c'est très prometteur. Ça a été aidé par la crise du coronavirus, c'est évident. L'arrivée aussi de Star, qui certes augmente le prix de 2 € par mois. Alors, on rappelle ce que c'est Star. C'est vraiment la partie adulte de Disney+, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on faisait vite le tour malgré tout du catalogue de Disney+ pour, on va dire, les enfants et les ados. Donc il fallait absolument, pour concurrencer en fait Netflix, que Disney se dote d'un catalogue beaucoup plus riche. Évidemment, et c'est ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que Disney avait racheté la 21st Century Fox. Donc du coup, ils avaient un catalogue de films monstrueux. Ils possèdent aussi ABC, qui est une grande chaîne aux États-Unis, qui a produit beaucoup de séries comme Lost par exemple, Desperate Housewives. Donc pour eux, c'était aussi très important d'un jour intégrer ce catalogue. Il y avait une stratégie voulue dès le début, ils vous diront, on a eu l'idée après, on voulait faire une plateforme enfantine. Dès le début, ils savaient qu'il fallait ne pas tout mettre au début pour pouvoir augmenter les prix. C'est une stratégie assez classique dans le milieu, mais ça paye. C'est vraiment en train de cartonner. Leurs objectifs maintenant, c'est entre 230 et 260 millions d'abonnés d'ici 2024. Ce qui est évidemment immense, et vu leur croissance actuelle et vu la force justement de toutes les licences possédées par Netflix, Marvel, Star Wars, il y a de grandes chances qu'ils y arrivent. Avec pas mal de nouveaux produits, de nouvelles séries qui vont arriver tout au long de l'année, je crois, de nouvelles séries Marvel. Et dès vendredi prochain, d'ailleurs, ça sera la 2e série Marvel de Falcon and the Winter Soldier qui va arriver juste après l'autre, WandaVision, qui a eu un succès critique très bon. Donc c'est la preuve que Disney+ est vraiment en train de réussir son pari, à savoir ne pas juste proposer un contenu additionnel qui ne servirait pas à grand chose sur sa plateforme, et de vraiment créer des produits essentiels justement à ses licences. Et on se rend compte aussi que la frontière entre le cinéma traditionnel et ces plateformes de vidéo se rétrécit, puisque on se rend compte que Disney+ diffuse maintenant pour certains films, surtout suite à cette pandémie, des films directement sur la plateforme. Ça a été le cas de Soul, ça a été le cas de Mulan aussi, et visiblement le film sélectionné aux Oscars, Nomadland, sera directement diffusé sur la plateforme. Donc on se rend compte que là, la frontière devient de plus en plus ténue entre le cinéma traditionnel et les plateformes de SVOD. C'est vrai que c'est intéressant le point que tu soulèves, parce que c'est une stratégie de ces géants du streaming, pas que Disney+, il y a Netflix, il y a Apple, il y a Amazon, qui est de racheter des gros films qui viennent de gagner justement un prix et qui ont des chances de rafler des prix aux Oscars, avec des sommes faramineuses bien sûr, les retirer au cinéma justement pour tenter de gagner des prix. Mais c'est fou, parce que comment un studio classique
peut rivaliser face à ces géants qui ont de l'argent en illimité et qui peuvent se permettre ils ont une offre incroyable de dire voilà, nous on achète ça, on le propose à des millions de personnes en quelques jours. Donc oui, c'est très fort. Et tout le monde s'apprête à faire ça. Même Sony qui a annoncé sortir son propre service de SVOD. Je ne sais pas si tu as suivi ça. En fait, à partir du moment où vous achèterez une télé Sony, eh bien, vous aurez accès pendant, je crois, 1 an ou 2 gratuitement à tout le catalogue de films Sony. Voilà, super intéressant. Oui, c'est très intéressant parce que Sony fabrique des télés, mais a aussi Sony Pictures, qui est un studio impressionnant avec énormément de production. Donc, en achetant une télé, eh bien, on accède, en fait, on a l'autorisation pendant 2 ans de regarder des films en SVOD Sony. Je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Et on en est qu'au tout début, sans doute. Merci Nicolas. Merci à toi. Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com, bien sûr. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM sur Twitter. N'hésitez pas, vous pouvez aussi réagir sur Facebook à tous les sujets qu'on évoque. Et vous restez là. La suite de quoi je me mêle dans un instant, ce sera avec le directeur général de Dopo, Denis Morel, qui sera mon invité. On va faire un focus sur ce constructeur de smartphones chinois qui existe depuis 2004. Et au début, vous le verrez, Oppo fabriquait des produits home cinéma. Et puis d'un coup, ils se sont dit, le smartphone, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'ils ont eu vraiment le nez creux. Allez, à tout de suite pour la suite de quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.